Mesdames et messieurs, merci parce que vous nous avez choisis. Bienvenue sur Canal Congo Télévision, mais aussi la radio Liberté Kinshasa parce que nous sommes suivis sur la 6.8 MHz, votre radio de préférence. Mesdames et messieurs, nous allons parler de l'actualité qui reste dominée par cette démarche de la République démocratique du Congo. Vous le savez, au cours d'un point de presse, le vice-ministre de la Justice, le vice-ministre de la Justice chargé justement de contentieux et les contentieux internationaux, Samuel Mbemba, a annoncé l'ouverture le 16 septembre prochain de l'audience publique contre le Rwanda pour les différentes agressions à l'est de la République démocratique du Congo devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ceci après justement le fait que la RDC a été déclarée perdante devant la Cour internationale de justice, CIJ, pour insuffisance de preuves. Est-ce une avancée? La République démocratique du Congo, notre pays, sera rétabli dans ses droits? La grande question, nous allons nous interroger au cours de cette émission. Parlons justice, mais aussi un autre sujet d'actualité. Vous le savez certainement que le procureur près le tribunal militaire de la Gombe a requis la peine de mort, mais aussi sollicité 250 millions de dollars américains à titre de dommages-intérêts par rapport à cette affaire, vous le savez, dite de coup d'État du mois de mai dernier contre Vital Kamerhe, mais aussi la résidence de Vital Kamerhe au Palais de la Nation. Le ministère public a sollicité justement cette peine, estimant que ça devra servir d'exemple à d'autres compatriotes. Nous allons parler de ces différents sujets d'actualité, mesdames et messieurs, avec des invités sur ce plateau. Maître Roger Iponga, merci d'être venu. Merci beaucoup, Bonnet. Alors, rapidement, on va parler de la santé de la démocratie avec cette position de l'hôtel des villes de Kinshasa, Martin Fayulu, qui revient justement après sa tournée diplomatique. Finalement, il n'y a aucune tension, hein. On l'accorde finalement cette manifestation publique. Comme pour dire, hier on a déploré, aujourd'hui suite à ce qu'il dit, il y a une avancée dans ce sens. Oui, Bonnet, merci pour la parole. Bonnet, vous savez, ici au Congo, chaque fois qu'une telle situation surgit, ce qui, pour moi, j'estime qu'il y a toujours anguille sous roche. Vous vous souviendrez que à l'époque où les vieux, c'était encore à l'époque de Kabila, lorsque les vieux Tshisekedi, les vieux Etienne allaient revenir là, et on lui avait accordé la liberté de tenir un meeting, je crois, au niveau des stades, à côté des stades Kamagnola là. Et vous savez qu'avant qu'ils ne viennent, il y a toujours eu des tensions entre les vieux et les pouvoirs de Kinshasa. Mais lorsqu'on lui avait accordé cette autorisation-là de tenir ces meetings à son retour, je pense que c'était de la Belgique, si je ne me trompe pas. Et par après, nous avons appris qu'il y avait un deal, dans ce sens. Il y avait un deal et qu'avant que les vieux ne viennent, il y avait déjà des engagements qu'il aurait pris et ainsi de suite là. Et moi, je me dis, Fayulu a toujours été considéré par les pouvoirs en place comme un danger sur le plan démocratique, bien sûr, comme un danger, comme un opposant farouche, un opposant qui ne transige pas, et que d'emblée, on constate que ces mêmes pouvoirs-là de Kinshasa lui laissent la liberté de venir et de tenir un meeting à Sainte-Thérèse. Ça sera où? Parce qu'à Sainte-Thérèse, le gouverneur dur, le ministre provincial a estimé que les travaux de la construction des stades devraient commencer. Quel que soit l'endroit bonheur, moi j'estime que c'est quand même louche. C'est quand même louche et que du coup ces pouvoirs manifestent des bons sentiments à l'égard de Fayulu et qu'on lui laisse cette liberté-là de se faire accueillir par ces militants et de venir jusqu'à tenir un meeting. Pour moi, personnellement, j'estime qu'il y a quelque chose de louche là. Mais il n'y a que l'avenir qui nous permettra de savoir si réellement c'est le pouvoir s'est transformé réellement en un pouvoir démocratique où il y a eu déjà des accords préalables. Parce que moi, je vois très mal que d'emblée, les pouvoirs manifestent ce genre de bons sentiments à l'égard des Fayulu. Donc, est-ce que c'est parce qu'il a peut-être demandé à l'ensemble de la population de venir suivre ce qu'il appelle le discours
les meetings de la cohésion nationale. Mais justement, c'est ce que j'ai dit, Bonheur. D'emblée, on connaît la position des Fayoulou, du moins on a toujours aussi quelle était sa position vis-à-vis du pouvoir, et on a toujours aussi quelle était la position du pouvoir vis-à-vis des Fayoulou, et que d'emblée là, il y a une sorte de mariage, une sorte de cohésion, ou je dirais d'une vision identique entre les pouvoirs et Fayoulou. Je trouve ça un peu suspect. Je trouve ça des suspects. Mais c'est comme j'ai dit, attendons voir Fayoulou tenir son discours et que on apprendra, on suivra ce qu'il va dire. Mais moi, d'emblée, là, je me dis que j'ai trouvé ça des suspects et je me dis, bon, ça fait partie de mes propres analyses. Hein. Je me dis peut-être qu'il y a déjà une certaine acquaintance entre les pouvoirs et Fayoulou. Donc, pour ne pas anticiper, attendons voir ce qui sera les propos de Fayoulou au cours de ces meetings-là. Alors, on va Maître Zoro Babel Moulong. Est-ce que vous partagez le même point de vue que Maître Roger Iponga, qui pense que ces changements brusques dans le chef du gouvernement provincial, de l'actuel régime, d'accorder à Fayoulou ce qu'il demande sans trop de gymnastique, ça constitue pour lui, en tout cas, une raison d'un doute à l'endroit de Fayoulou par rapport à ce qu'il appellerait de la transparence. Oui, je pense, merci Bonheur, je pense que il n'y a pas de doute. C'est parce que Fayoulou ne représente absolument rien sur le plan de pression politique. Ce n'est pas un opposant. Tout à l'heure, mon contracteur disait que Fayoulou était opposant. Vous voyez? Et moi, je me rappelle que quand le Sphinx de Limété faisait son opposition avec le peuple qui les suivait, vous avez vu comment la RDC était en ébullition. Et Félix, quand vous regardez dans son pouvoir, il n'y a personne qui peut s'autoproclamer opposant. Opposant, il n'y en a pas. À peine, il y a dans les camps là, dans l'air groupe de la Mouka, vous avez Mpengue qui essaye de s'imposer comme opposant, mais qui n'est pas accepté. On voit plutôt les Fayoulou comme ça, mais qui ne font rien en termes d'opposition politique. Ça, c'est du point de vue formel. Donc, que Fayoulou pouvait contester sur le terrain un certain nombre de bavures que le pouvoir commettrait et que le peuple le suivrait, il y aurait des marches, il y aurait des tensions ou des revendications. Sur ce point de vue, ça n'existe pas. Mais pourquoi depuis lors que Fayoulou, c'est aujourd'hui que Fayoulou ne représente rien à vous entendre, alors que depuis plusieurs années déjà qu'il est au pouvoir, des manifestations de Fayoulou et même de l'opposition, dire la Mouka, n'ont pas été aussi facilement autorisées comme ça, ce qui fait dire à Maître Roger que c'est peut-être une autorisation négociée préalablement. Bon, c'est ce que je suis en train de dire. Négocier... Qu'est-ce qui a changé pour que Fayoulou devienne un politique, selon vous, un opposant qui ne représente pas un danger, comme vous l'avez dit? Non, d'abord, allons sur le terrain du concept opposant. C'est qui un opposant en RDC? Parce que nous avons une législation qui nous régit sur l'opposition politique. En RDC, pour être opposant, il faut avoir obtenu un certain nombre de voix au Parlement et du point de vue institutionnel, vous devenez le chef de file de l'opposition. Fayoulou ne répond pas à ces critères-là. Il y a des critères. Il peut être un opposant extra-parlementaire. Oui. Alors, est-ce que la loi parle de l'opposition extra-parlementaire? Non. L'opposition extra-parlementaire, c'est des manières de fait. Mais quand vous rentrez dans le chef de Fayoulou, vous trouverez qu'il s'autoproclame résistant et non pas opposant. Donc pour vous aujourd'hui, Fayoulou ne constitue aucun danger, ne représente rien. Justement. Vis-à-vis du régime, en termes de danger. Justement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque mon estimé maître dit qu'il peut y avoir des arrangements ou des accointances dans ce qu'ils veulent faire. Vous y croyez? Non, je dis oui, parce qu'il ne représente rien. Si Fayoulou était farouche, était
un opposant. Est-ce que ce n'est pas tout simplement les discours qui l'amènent? Cette approche, quand il dit meeting de cohésion nationale, Maître Roger estime, au-delà de ses doutes, qu'il peut y avoir quelque chose qui se trame dans le sens d'une vision, il a appelé, identique avec le régime, peut-être. Mais le régime, vous savez, n'accepte pas un quelconque dialogue avec qui que ce soit. Ça, c'est le mot d'ordre que le chef de l'État a dit, a répété, même dernièrement à Bruxelles avec Christian Lusakweno. Il est revenu sur cette question. Et donc, venir parler du dialogue, c'est pas lui. Lui, il demande si le président de la République pouvait convoquer le dialogue. Mais lui qui? Le président d'un parti politique, l'ECD. Est-ce que l'ECD a un poids politique en République du Congo aujourd'hui? Non. Donc vous pensez qu'il s'agit là de l'expression tout simplement de la démocratie. Une façon seulement de se positionner, de se faire connaître, de se faire entendre. On peut parler d'une avancée. Bon, hier, si Kabila interdisait aux opposants, même les activités des droits de l'homme, des activités des mouvements citoyens qui manifestaient, on les arrêtait. Ce n'est pas nécessairement par rapport à leur poids politique, parce que vous parlez des poids politiques assez concernant Fayulu. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut parler en termes d'une avancée? Peut-être, si c'est dans cette optique-là. Alors que l'activiste Mukebai qui est en détention, et tous ces gens-là qui ont été arrêtés dans des conditions que vous connaissez, ce n'est pas par rapport à les poids politiques, s'il faut parler en termes de poids politiques. Bon. Gloria Senga aussi a été arrêté récemment parce qu'il a crié à la vie chère. Mike. Non, je parle de Gloria Senga, Mike Mkeba et tous ces gens, c'est pas par rapport à l'air. C'est pas par rapport à l'air poids politique. Est-ce que pour Fayulu aujourd'hui, est-ce que vous ne pouvez pas aller dans le même sens que Maître Roger, quelque part, quand il dit qu'il y a un arrangement, surtout que la vision est identique, maintenant on parle de la cohésion nationale. C'est ce qui fait que le régime peut s'y accorder facilement. Je le rejoins sur ce plan pour dire que il ne représente rien, l'arrangement se justifie. Pas un danger. Ce n'est pas un danger pour le pouvoir. Mais c'est plutôt l'expression de la démocratie. Bon, peut-être pour faire voir qu'il y a une expression de la démocratie. Si Fayulu représentait une force capable de nuire aux intérêts du pouvoir, on n'allait pas le permettre. C'est vrai ça? Et puis, qu'est-ce que Fayulu... Là, ça serait entraver ou faire obstruction à l'expression, même la liberté de manifestation, liberté... Obstruction de la liberté d'expression. Rappelez-vous que Fayulu vient d'où? Il est allé côtoyer ses associés ou ses partenaires occidentaux. C'est d'où il vient pour dire je viens restituer ce que j'ai fait en Europe au peuple. Est-ce que la RDC attend de résolution que M. Fayulu aurait ou prendra avec certaines maisons occidentales pour donner au peuple congolais? Mais quand il parle de la cohésion nationale, il ne fait pas allusion à toutes ces histoires. Non, mais la cohésion nationale, il pouvait le dire ici. S'il commence à donner ses discours parce qu'il vient de faire des démarches... Parce qu'il ne représente aucun danger... moi, je pense que... Ni n'était le cas, vous auriez dû l'empêcher. S'il nous aurait dû l'empêcher, moi, je ne suis pas... donc, parce que vous parlez peut-être comme membre de l'Union sacrée aussi, oui. Non, l'Union sacrée, c'est ceux qui sont aux institutions. Moi, je ne suis pas dans les institutions. J'engage la voix de mon parti politique. Je me dis que c'est un bon signe. Il va parler au nom de son parti politique. Il est autorisé. Encore, il faut voir l'autorisation. Parce que la loi parle d'information. Il faut informer. S'il a informé qu'il va tenir son meeting, il n'y a pas de problème. Maître Roger, rapidement, vous allez introduire les sujets relatifs à cette démarche, certainement que vous avez des points à répliquer par rapport à ce qu'a dit Maître Zorobabel. Peut-être s'il n'y en a pas, vous allez rapidement aborder le point relatif à ce que nous avons évoqué tout à l'heure en termes de sujets qui restent dominés par la démarche de la République démocratique du Congo devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui vise justement à obtenir réparation après des atrocités dans la partie est du Congo démocratique. Beaucoup crient déjà à la victoire. Vous avez suivi les points de presse du vice-ministre Samuel Memba, chargé de contentieux internationaux, qui se réjouit
par le fait que après le fait que la République démocratique du Congo a été déboutée par la Cour internationale de justice, au moins cette instance a réussi et validé la requête de la RDC. Là, on attend maintenant apporter des preuves nécessaires. Est-ce qu'on sera à même de le faire? Encore une grande question à poser. Merci Bonheur pour une seconde fois. Je voudrais, avant de répondre à cette deuxième question, réagir aux propos de mon ami Zorobabel. Et surtout lorsqu'il dit qu'actuellement au Congo, il n'y a plus d'opposants. Il n'y a plus d'opposants. Il n'y a plus d'opposants. Je ne sais pas. Bon, vous savez, l'IDPS a mal habitué les gens en République démocratique du Congo, dans notre pays ici. Il a mal habitué les gens pendant qu'elle était dans l'opposition. Elle a fait croire aux gens qu'être dans l'opposition, c'est être agressif. C'est procéder à des violences, procéder à des destructions, à ce genre de comportements-là. Alors que ça, ce n'était pas une opposition républicaine. Actuellement, nous devons nous habituer à ce genre d'opposition-là qui est républicaine, c'est-à-dire qu'une opposition qui ne se fait pas dans la violence, qui ne se fait pas dans les casses, qui ne se fait pas dans des marches, donc pas mais qui rejette tout malheureusement. Pas de manière républicaine, c'est aussi apporter sa pierre à l'édifice. Mais justement, puisque à l'époque où l'UDPS était encore au pouvoir, c'est de cette façon-là qu'elle est revendiquée. Elle est revendiquée, c'est-à-dire dans la violence, elle est revendiquée dans les marches, elle est revendiquée dans les villes mortes, ainsi de suite là. Alors que ça, ce n'était pas en soi une opposition républicaine. Actuellement là, il est incontestable que M. Fayulu, même si je ne suis pas de son parti politique, il est un fait vrai que Fayulu était un opposant. Il était opposant. Il était opposant à ce que je sache. Il était opposant, c'est quelqu'un qui a eu à concourir aux élections à côté de l'actuel président, le président Félix, c'est quelqu'un qui a été proclamé vaincu par le président. Mais dire qu'il n'est plus opposant est simplement par le fait qu'il n'organise pas les marches, par le fait qu'il n'organise pas les journées. Il a parlé du poids politique, c'est que représente Fayulu. Attendre maître Zorobabel. Ce n'est pas une question de poids politique. Actuellement, admettons, parce qu'on dit que nous sommes dans une démocratie. Si les PPRD, c'est les PPRD, les partis de Kabila, n'est-ce pas? Et il a une famille politique, comment on l'appelle encore? Sa famille politique FCC. FCC. Et si les FCC l'a sollicité l'organisation d'une marche, est-ce qu'on va les leur accorder? Je me demande là, si c'est la famille politique de Kabila sollicité, parce que nous sommes dans une démocratie, cette famille-là, on va les lui accorder. Je ne pense pas. Et si même M. Moïse Katumbi sollicité d'organiser une marche actuellement avec sa famille politique, l'ensemble, n'est-ce pas? L'ensemble, d'organiser une marche actuellement là, ou un meeting, est-ce qu'on va les lui accorder? Je ne pense pas. Pourquoi on a seulement accordé à Fayulu? C'est là où je trouve qu'il y a un goût sous roche. Vous pensez que maintenant, je pense qu'actuellement, il y a une harmonisation des vies entre M. Fayulu et les pouvoirs en place, et les régimes en place. Donc il s'agit nullement de question d'une expression de la démocratie. Pardon? Non, pas du tout. Ce n'est pas en soi. C'est comme ça que je dis, attendons voir les discours que Fayulu va nous apporter. Vous comprenez? Attendons voir son discours. Mais moi, j'estime qu'il y a déjà un goût sous roche. Je vois dans cette démarche-là, c'est comme s'il y a eu des négociations dans les coulisses. C'est comme s'il y a eu une attente des rapprochements, une sorte de rapprochement entre Fayulu et les pouvoirs. Mais on les dirait. Maître Zoro l'a dit, qu'il ne représente rien, qu'il n'est pas un danger pour le régime. C'est plutôt l'expression de la démocratie qui prime. Je ne pense pas que ça soit en soi l'expression de la démocratie, mais moi je me dis, moi je garde ma position à moi, et j'estime qu'il y a un certain rapprochement. Même si aujourd'hui là, nous ne le disons pas, mais demain ou après-demain, ça finira par se savoir. Et pour aborder maintenant la question relative à, vous avez dit, c'était... La démarche qu'il a menée auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, bon, parce qu'on est quand même victime de l'agression rwandaise. Effectivement, c'est une très bonne démarche dans la mesure où la RDC cherche par tous les moyens à faire condamner les Rwandais et à faire indemniser les nombreuses victimes des pays. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que la réaction du gouvernement à travers les vice-ministres de la Justice. Et une simple signification de la date d'audience, ça peut faire réjouir en quoi? Parce que vous dites que... ça c'est sur le plan technique. Non, oui. Vous avez dit que la RDC avait saisi la CJ. La CJ et qu'elle a été déboutée. Pour absence d'insuffisance des preuves. Mais évidemment, mais pour ces deuxièmes dossiers, ça peut subir les mêmes sorts. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'en réjouisse outre mesure. Donc, moi, je pense que le fait que les greffiers, je dis bien les greffiers, aient signifié
la date d'audience à la RDC. En quoi cela peut-il préjuger? Est-ce que ce n'est pas une victoire d'étape? Non, moi je ne pense pas. En rien, ça constitue une victoire bonheur. En rien. Donc, attendons voir l'issue de ces procès-là. Et si la justice arrivait à reconnaître les Rwandais comme coupables, que la RDC comme victime, et qui a ordonné l'indemnisation de nos victimes, là, et c'est à ce moment-là qu'on pourra se réjouir. Mais pour la simple signification, je pense que c'est vraiment c'est trop tôt et ça n'a pas de sens. Alors, on va suivre Maître Jorbabel, votre point de vue par rapport à ça. On va suivre, avoir une position, faire un tour du côté de la régie pour suivre le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, chargé de vice-ministre de la Justice, chargé justement de contentieux internationaux. On va suivre ça, mais bien avant, vous pouvez réagir par rapport à ce qu'a dit Maître Roger Iponga. Il estime que il n'était pas, bon, dire tout à fait, c'est une procédure ordinaire qui ne pouvait pas réjouir les gouvernements du RDC à travers le vice-ministre qui a tenu ce point de presse. Le simple fait que les greffiers aient fixé la date d'audience ne pouvait pas constituer une raison de satisfaction, de réjouissance. Il dit extrême même. Bon, je pense que je peux être d'avis avec Maître Roger Iponga dans la mesure où, logiquement, la juridiction compétente, c'est la juridiction de la CIJ, la Cour internationale de justice, qui statue dans ce cas. Alors, ayant débouté la RDC pour insuffisance de preuves, il fallait reconstituer encore les preuves. Vous voyez? Et reprendre la requête devant la juridiction compétente. Vous savez, toutes les juridictions locales, notamment celle de l'Union africaine, si encore une autre au niveau de la CAC ou de la CEE, je ne sais pas, mais toutes ces juridictions sont dépourvues de pouvoir d'injonction. C'est pratiquement des caisses de résonance des chefs d'État. Ça n'a pas d'impact sur le terrain. Vous pensez que le fait que le Rwanda ait été victorieuse, pour ne pas dire, a fait que la RDC ne puisse pas obtenir réparation à ces niveaux, c'est simplement parce que le Rwanda est soutenu quelque part par ce que vous appelez les Occidentaux? Non, je dis que chez nous, quand vous prenez par exemple l'Union européenne, vous avez un pouvoir très bien défini dans l'Union européenne. Mais quand vous prenez l'Union africaine, il n'y a rien, c'est une caisse de résonance de chefs d'État. Et donc tous les chefs d'État soutiennent le Rwanda. C'est ce qui a fait que le Rwanda puisse sortir victorieux. Pour ça, pour au moins le cas de la CIJ, avant que nous puissions parler de la Cour africaine des droits de l'homme et des pays. La majorité de ces chefs d'État vivent des rétrocommissions, de la fraude, de tout ce qui sort, tout ce que Rwanda gagne auprès de multinationales. On leur donne quelque chose, ils ferment la bouche. Alors, question, est-ce une politisation de cette affaire ou tout simplement c'était pas opportun? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de le faire? Non, c'était un événement. On va suivre cet élément du côté de la régie. Moron Djambé, on va suivre cet élément et puis nous revenons juste après. La Cour a programmé l'affaire de la RDC contre le Rwanda. Alors, quelles sont les implications de l'ouverture de ce procès? Premièrement, ce procès aboutira à la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale d'un État membre de l'EAC, à l'occurrence la République démocratique du Congo. Il en est de même des conséquences qui en découlent, dont notamment les atrocités de masse contre les populations civiles ainsi que les violations graves et flagrantes du droit international humanitaire que le Rwanda devra réparer. Donc il y aura une phase de réparation en faveur des victimes.
J'ai dit premièrement, mais il y a aussi un deuxièmement. Deuxièmement, et c'est là l'impact le plus important, c'est que maintenant, nous pouvons, nous Congolais, demander à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Alors que les instances africaines commencent déjà à agir, elle qui a été saisie depuis longtemps traîne. Je voudrais rappeler que les statuts de Rome qui instituent la CPI prévoient en son article 15, combiné avec les articles 53 et 54, que le bureau du procureur peut se saisir d'office pour enquêter là où il y a violation massive des droits de l'homme, notamment par la commission des crimes internationaux, crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes graves. Pourquoi la CPI tarde? La Cour a programmé... Vous avez suivi, c'est vous qui avez la parole, oui? Oui. Maître Zoro, la grande question aussi, tout à l'heure le vice-ministre s'interrogeait, pourquoi la CPI tarde? Parce que la situation du Rwanda, la situation de la RDC, de plus en plus intéresse la communauté internationale qui, pour la plupart, apporte son soutien à la RDC. Oui, la question est presque très technique. Vous savez, le Rwanda n'est pas membre de la CPI, n'a pas ratifié les statuts de Rome. N'a pas ratifié. Et le ministre commet l'erreur de rapporter ça sur la place publique. Moi, je pense que c'est un discours purement politicien ou politique. Parce que pour que la CPI puisse agir, il faut que les deux parties soient membres ou aient avoir ratifié le statut, la convention de Rome. Donc ça ne se fait pas de manière automatique. Le bureau du procureur ne peut pas descendre motu proprio parce qu'il y a des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre et se saisir. Non. Le Rwanda ne fait pas partie de membres de cette Cour pénale internationale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, il dit cela et évoque comme motif de son discours parce que les juridictions africaines commencent à agir. Mais, et il dit ne pas comprendre cette lanterne de la Cour pénale internationale. La Cour pénale ne peut pas voir une lanterne. La Cour pénale ne peut pas agir parce que, d'abord, c'est une juridiction complémentaire. Vous décidez non, par rapport aux États, pas par rapport au fait que ça concerne les droits internationaux. Mais c'est par rapport au droit international. Les crimes de guerre. Encore que là, la CPI, c'est par rapport à la personne, je ne sais pas, ça sera par rapport à la personne de Kagame. Qu'est-ce qu'on va viser, les rebelles en soi, ou parce que là, ça concerne les individus? Oui, c'est-à-dire, il y a deux parts. Le gouvernement a fait une déclaration de poursuivre le président Kagame. D'accord. C'est un président en exercice d'une république, la République du Rwanda, Milkolemi. Et cette république n'est pas membre... N'a pas ratifié le traité de Rome. N'a pas ratifié. Alors, vous allez les poursuivre comment? Ça, c'est un aspect. Mais est-ce qu'il y aurait des procédures, selon vous, par le gouvernement congolais? Non, moi, je pense que c'est une distraction politique où l'on veut nous amener sur un terrain. Nous devons sur terrain, nous défendre. C'est une guerre, nous ne tirons rien. C'est une guerre, nous ne nous battons pas sur le plan militaire. Pourquoi des discours du point de vue des salons? Est-ce une récupération? Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas opportunité de tenir ce point de presse, considérant que c'est une procédure ordinaire et que le simple fait pour un greffier d'avoir notifié la date d'audience. Mais est-ce que tu as déjà entendu un seul gouvernement de la République en dehors de celui-ci?
faire une déclaration parce qu'il y avait notification de la date d'audience. Ce n'est pas le premier procès. D'ailleurs, là, il n'y a même pas encore procès, c'est une notification. La RDC a gagné le procès contre le Rwanda. Contre l'Ouganda, oui. Contre l'Ouganda et le Rwanda. Il n'y avait pas eu de manifestation, il n'y avait même pas de déclaration. Vous voyez? Ça vise quoi selon vous? Non, je crois que c'est des positionnements politiques qui ne concernent pas... Alors, Maître Roger Iponga, le problème, c'est que par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Maître Zobabel, qui s'interroge justement sur l'opportunité de cette sortie médiatique, mais entre-temps, aussi, le ministre a relevé quelque chose d'important. Quand il dit la CPI tarde à agir jusque-là, pendant que les instances africaines, déjà, bon, au dire, au moins, ils agissent pour l'instant. Oui, bon, vous savez, les propos et les actes de nos autorités souvent m'étonnent. Je ne sais pas si nous faisons tous les mêmes analyses, ou bien, bon, et parce que nos autorités là sont des politiciens, et ils ont une autre vision par rapport à la nôtre, mais moi je pense que je voudrais un peu revenir sur la réjouissance, pour ne pas dire l'euphorie, relativement à la saisine, à la notification de la date d'audience. Bon, admettons, on a notifié la date d'audience, mais même si le procès n'est pas encore tenu, mais admettons qu'on aille jusqu'au bout de ces procès et qu'on les rapporte. N'est-ce pas? Prenons cette hypothèse-là. Ne connaîtrons pas ce que nous avons connu avec l'Ouganda. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sûr que ce que les Rwandais vont nous donner là, ça arrivera aux victimes? Parce qu'actuellement, le ministre récemment est allé à Kisangani, n'est-ce pas? Là où on dit que l'Ouganda a commencé à indemniser les Congos, n'est-ce pas? Les victimes là. L'Ouganda a commencé effectivement à verser de l'argent. Mais le ministre était sur place à Kisangani. Il a vu des victimes qui ont dit qu'ils n'ont rien reçu. Et même si cette fois-ci, on remporté les procès contre les Rwandais, qui ne nous dit pas que les fonds là vont suivre les mêmes destinations que celles les destinations prises par les d'abord, pour raison d'histoire, ça serait peut-être important que nous puissions d'abord rapporter qu'à l'interne, nous puissions organiser à notre niveau comment faire parvenir à chaque victime. Non, si déjà ce que l'Ouganda verse, au dire de la population, n'est-ce pas, des Kisangani, qui ont clairement dit au ministre de la Justice qu'ils n'ont pas perçu, n'est-ce pas, l'argent a été détourné parce que l'argent n'est pas arrivé à destination. Ils n'ont pas vu cet argent-là. Qui nous dit que cette fois-ci, même si on rapportait ces procès-là pour lesquels on se réjouit de la simple notification, si on rapportait ces procès, qui nous dit que les fonds qui seront versés par les Rwandais vont effectivement arriver aux destinataires, c'est-à-dire les victimes. Donc vous comprenez que là, il se pose toujours un problème. On cesse de se réjouir pour des petites choses comme ça. Et pour revenir sur pourquoi la non-saisine du moins... pourquoi la CPI tarde-t-elle à agir? Pourquoi la CPI tarde-t-elle à agir? Vous savez, et là aussi, les comportements de nos politiciens ou de nos autorités continuent toujours à m'étonner, Bonheur. La CPI, là, c'est une juridiction politique, Bonheur. Il faut qu'on se le dise. Mais je voudrais également rectifier quelque chose que venait de dire Maître Zorobabel. Et qu'on soit membre de la CPI ou pas, s'il y a des crimes qui sont commis là, la CPI a ces pouvoirs-là. Vous voyez, l'Israël, là, l'Israël n'est pas membre, je pense qu'il n'a pas ratifié les statuts de la Cour pénale internationale, de la CPI, n'est-ce pas? Mais là, actuellement, là, les procureurs, après la CPI, a ouvert, je pense, un dossier contre le premier ministre israélien. Donc, il y a des cas où, même si on n'est pas membre de la CPI, la Cour a... Il y a possibilité de coopérer avec les États signataires. Oui, mais vous prenez notre cas, les cas qui nous concernent là, les cas de la RDC, n'est-ce pas? Il faut qu'on sache que la CPI, là, c'est une juridiction politique. Alors, vous voyez derrière l'influence du Rwanda? Non, et effectivement, les Rwandais n'agissent pas seuls. Vous comprenez? Les Rwandais n'est pas seuls. Tous les pays là de la communauté internationale qui sont derrière les Rwandais, n'est-ce pas? Bonheur, combien de cas le monde a connu et les cas qui pouvaient entraîner l'ouverture des dossiers à la CPI, ces cas. Actuellement, l'Israël est en train de tuer également les Palestiniens, n'est-ce pas? Et vous, à travers le monde, ce qui fait que les Libyens ont connu, ne pouvons-nous pas les qualifier de crimes contre l'humanité? Ce qui se trame à travers le monde, c'est que même si pour Poutine, il semble qu'on a ouvert un dossier. Donc, à travers le monde, il y a eu beaucoup de cas. Or, la CPI agit de manière sélective.
La CPI, et comme je voulais toujours dire, bonheur, et c'est ce que mes professeurs de droit me disaient, les droits ou la loi, c'est comme les toiles d'araignée, et qui n'attrape que les petits insectes. Mais lorsqu'on est oiseau, on vient, on perfore les toiles d'araignée et on passe, n'est-ce pas? C'est ce que fait le Rwanda? C'est ce que fait la CPI. Ah, c'est la CPI. Donc, la CPI là, comme toile d'araignée, les Rwandais, même si c'est un insecte qui est transporté par les oiseaux. Vous comprenez? Un insecte qui est protégé par les oiseaux, la communauté internationale, parce que ce que fait les Rwandais dans l'est de notre pays, là, ce n'est pas les Rwandais seuls. Nous voyons que les Rwandais, mais en fait, les Rwandais est encadré par des grandes puissances. Ces grandes puissances-là qui ne permettent pas à ce que les Rwandais soient traînés devant la Cour pénale internationale. Donc, que les ministres cessent, les vice-ministres cessent de se poser cette question-là. Vous comprenez pas? C'est une question qui est claire dans la mesure où, si la CPI n'ouvre pas les dossiers contre les Rwandais, c'est justement parce que les Rwandais est protégé politiquement. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de chercher aussi de faire ce qu'on appelle ici, entre guillemets, une diplomatie agissante. C'est-à-dire agir d'abord aussi le plan diplomatique auprès de ces grandes puissances-là, même si on comprend que c'est difficile, et même si je sais que, tel que moi-même j'ai fait mes analyses, je constate que nous prenons toujours la mauvaise voie. Nous, les Congolais, nous prenons toujours ces plans diplomatiques-là, nous prenons toujours la mauvaise voie, et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas aboutir au bon résultat. Donc, la CPI, et dès lors que nous aurons politiquement la force appropriée, et diplomatiquement aussi, oui. Diplomatiquement, je pense que la CPI va agir des soirs. Et sans toutefois qu'on puisse se poser trop de questions. Mais pour le moment, là, si la CPI n'agit pas, ce n'est pas parce que la CPI ne voudrait pas les faire, mais c'est simplement parce qu'il y a des pesanteurs qui font en sorte que la CPI ne puisse pas se sentir totalement libre d'agir contre les Rwandais. Mais les jours où on va briser toutes ces barrières-là, les jours où ces pesanteurs-là seront... ça affaiblisse la diplomatie à ce niveau? Effectivement, malgré que nous dans notre pays, on parle toujours de la diplomatie agissante, mais les résultats sont vraiment insignifiants. Et pour permettre à ce que nous ayons une force suffisamment efficace pour pouvoir influer sur les relations internationales, sur la CPI. D'accord, on va citer. Maître Zoro, vous aurez la parole, mais j'aimerais que vous répondiez à la question posée par nous par rapport à la situation qui se passe en RDC. Vous savez, vous avez suivi la position des syndicalistes du Conseil supérieur de la magistrature. Maître Zoro Babel devra répliquer par rapport à ce que vous avez déclaré et bien entendu répondre à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le pouvoir judiciaire est-il l'indépendance du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo est-elle menacée, cette indépendance? Est-ce que le ministre Constant Moutamba agit-il dans le bon, dire en légaliste aujourd'hui? Bon, je vous avais dit autrefois que moi j'étais totalement pour les actes posés par les ministres Moutamba. Donc je les soutenais à 100%, bien sûr, sauf avant-hier, je crois, sauf avant-hier, là où il m'a quand même décidé, en prenant une mesure selon laquelle on interdisait l'exécution forcée contre les entreprises publiques, les entreprises de l'État. Je ne parlais pas des entreprises publiques, parce que même ces terminologies-là posent encore problème. Terminologie entreprise publique, je me demande si dans notre pays actuellement, il y a encore des entreprises publiques. Nous savons qu'il y a des sociétés de l'État à ces sociétés, n'est-ce pas? Vous prenez parce que depuis 2008, toutes ces sociétés toutes ces entreprises publiques se sont transformées en sociétés régies par les droits WADA. Donc, mais avant que les ministres ne puissent prendre cette mesure-là qui me déçoit, toutes les mesures qu'ils prenaient avant là, moi j'ai adhéré totalement dans la mesure où c'était pour améliorer le bon fonctionnement de la justice. Bonheur, mais les gens peuvent bien crier comme ils veulent, peuvent bien s'en faire, mais nous tous, nous savons que au Congo, depuis toujours, la justice ne fonctionne pas comme il se doit. Nous tous, nous le savons, depuis toujours, depuis l'époque de Mobutu, depuis l'époque de Kabila, il a tenu des propos là. Même le président actuel, Félix Tshisekedi, lui-même ne cesse de décrier le fonctionnement de la justice. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui vient là, il vous dit qu'il veut mettre de l'ordre dans la justice, qui vous dit qu'il va s'attaquer aux antivaleurs, pourquoi les gens doivent s'agiter? Mais est-ce que pourquoi faire des choses? Pourquoi se substituer aussi aux magistrats? Lorsqu'on dit qu'il organise des tribunes, il reçoit des gens, il dit les droits en lieu place des magistrats. N'est-ce pas aussi une raison de s'interroger sur ce que nous avons tout à l'heure, le pouvoir, l'indépendance? Alors la vraie indépendance. L'indépendance des magistrats ne doit pas constituer une sorte de, comment dirais-je,
des voiles pour leur permettre de poser n'importe quel acte. Et nous sommes évidemment pour qu'il y ait modification de la loi. Vous comprenez? Il faut que les ministres de la Justice deviennent également membres du Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'on ne doit pas laisser aux magistrats toute la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà cette liberté-là où elle nous a conduits. N'est-ce pas? Voilà la liberté, cette liberté-là qu'ils réclament. Voilà là où elle nous a conduits. Voilà où la liberté nous a conduits. Donc moi je pense que la justice, d'un côté vous dites que vous êtes payé par l'État, c'est l'État qui vous pourvoit, c'est l'État à qui vous demandez d'arranger votre situation et que vous ne voulez pas que l'État, la République là, ait un mot à dire sur votre fonctionnement. Non, là il se pose... On doit d'abord commencer par modifier la loi, Maître Roger. Non, c'est-à-dire que par la force des choses, cette loi-là va se modifier. Vous savez, même à l'époque de Kabila, nous avons... On a même reproché d'avoir déposé une proposition de loi. Ouais, la loi Minakou et Sakata, vous comprenez? Et je pense que parce que évidemment j'avais également combattu cette loi-là, j'étais contre la loi. On était contre la loi, non pas parce que la loi était mauvaise, c'est parce que la loi venait de la famille politique de Kabila. Et à ce moment-là, tout ce qui venait de la famille de Kabila, pour nous, c'était à rejeter. Vous comprenez? C'était ça les principes. Mais en soi, cette loi-là n'était pas aussi mauvaise. Cette loi-là est proposée par Sakata et Minakou. Ce n'était pas une loi mauvaise, mais nous nous sommes dit d'emblée, voilà, tout ce qui vient de la famille politique de Kabila ne peut pas être bon. Mais est-ce que le fait pour les ministres de constituer une tribune, de recevoir des victimes, semble-t-il, des victimes, il faudra encore définir ce qu'il lui appelle des victimes, il reçoit tous ces gens-là et il donne des injonctions, il donne des orientations. Et c'est pas violé, c'est pas isé du pouvoir des magistrats. Ce n'est pas la première fois. Vous vous souviendrez que les professeurs Luzolo avaient également constitué cette sorte de tribune-là. Il y a des dossiers qui passaient par... Pourquoi à cette époque-là, les magistrats n'avaient pas réagi? Pourquoi ils n'avaient pas réagi? De toutes les façons, les ministres y a déposé la loi. Et même la liberté conditionnelle accordée, d'aucuns disent qu'il est fait comme ça, sans constituer le magistrat. Il accorde des libertés, il prend des mesures sans consulter. Et c'est pourquoi ils l'ont demandé de ne pas tomber. Ils l'ont interpellé, de peur d'être dans le même bêtise qu'a commis hier le ministre Tunda Kassende, je pense qu'il était ministre de la Justice. Bonnet. Si réellement, nous tous là, et nous, et les magistrats, sommes pour le bon fonctionnement de la justice, on doit accepter du moins la rectification. Mais dans la légalité, Maître Roger. Bonnet, la légalité, les faits précèdent les droits. C'est comme ça qu'on nous a appris. Les faits là précèdent les droits. Les faits précèdent les droits. Et c'est cette liberté-là, cette impasse des magistrats, c'est ce qui a conduit à aller expulser un diplomate. C'est cette indépendance-là des magistrats, n'est-ce pas? Ils veulent être indépendants. C'est cette indépendance-là, cette liberté-là qui a conduit la justice à aller expulser un diplomate français, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, il faut que l'exécutif intervienne un peu dans le fonctionnement de la justice, qu'on modifie la loi et que les ministres aient un mot à dire dans le fonctionnement de la justice. Là, ça nous permettra quand même d'être à l'aise, parce que laisser aux magistrats une totale liberté, moi je pense que on connaîtra la dictature de la justice dans ce pays. Or, il ne faudrait pas qu'on arrive à ce point-là. C'est peut-être lié à cette intime conviction qu'on leur a donnée. Pardon? La liberté de penser, l'intime conviction, voudrais-je dire. L'intime conviction, ça doit se faire également dans la légalité. Êtes-vous sûr que toutes les décisions qui sont rendues là? Mais je vous donne un cas récent, l'expulsion, le déguerpissement d'un diplomate. C'est ça la légalité. Maître Zorobabel Moulang, oui. La démarche du ministre Constant Moutamba, aujourd'hui, semble ne pas être d'accord, ne pas marcher de la même longueur d'onde que le magistrat. Ils ont déploré, ils ont publié des communiqués, vous avez suivi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'indépendance du pouvoir judiciaire est-elle menacée en RDC? Oui, vous me permettrez peut-être de commencer par répliquer un peu. Allez-y rapidement. Je voulais recadrer ce que Maître Roger a dit. Moi, j'ai fait le droit public. Comme publiciste, j'ai travaillé sur cette convention et je pense que cette convention n'a pas subi de modification. Si elle a subi des modifications, peut-être.
Mais je disais... La CPI? Oui, la CPI, la charte de la CPI. Alors je disais que la charte de statut de Rome ne s'appliquait d'abord qu'à ceux qui avaient ratifié. C'est comme ça que un Américain qui n'a pas ratifié, vous ne pouvez pas le faire devant la CPI. Je donne cet exemple. Et ça ne se fait pas. Vous n'entendrez pas qu'il y avait un Américain devant la CPI. Deuxième chose, je le rejoins sur un aspect. Là, c'est l'aspect de fait. On peut, à travers un État, par exemple, signataire, on peut arrêter quelqu'un qui se trouve sur ce territoire-là. C'est possible. Un peu comme Poutine hier a refusé d'aller... S'il est poursuivi, s'il est poursuivi, oui. D'accord. Mais si c'est un pays, un membre d'un pays qui n'a pas ratifié... Donc il y a possibilité de le faire par coopération. Par coopération, s'il est terroriste peut-être. Mais ce sont des faits de droits commis qui sont bien définis, je ne pense pas. Alors, deuxième point, je lui donne raison quand tu dis que c'est une cour aujourd'hui politisée. Pas politique, mais politisée. D'accord. Parce qu'en réalité, elle est une juridiction de droit international. Elle agit mais de manière complémentaire. C'est-à-dire que pour que vous puissiez poursuivre quelqu'un, vous devez d'abord commencer par le juger chez vous, système national. Si vos juridictions sont incompétentes, vous faites le rapport. En ce moment-là, la Cour pénale prend la décision de poursuivre. Mais pourquoi est-ce que je le rejoins sur le terrain de la politisation? Vous avez vu le cas de l'arrestation du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. On n'avait pas observé les règles. Vous avez vu les assassins de Saddam Hussein n'ont jamais été traduits en justice, parce que c'était les Américains. Donc, sur ce point de vue, là, je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est hautement politisé et ce sont les donateurs qui financent la CPI qui donnent des ordres, notamment toutes ces grandes multinationales et leurs pays. Mais moi, je me disais, sur ce point de vue, s'il faut commencer à aller en justice, une justice où nous ne savons pas l'issue favorable pour le peuple, pourquoi pas négocier directement avec les multinationales qui ont besoin de nos minéraux stratégiques et les vendre officiellement au lieu d'entretenir des rébellions chez nous? Là, c'était une question que je laisse à la portée du pouvoir. Maintenant, sur le cas de la justice en RDC. Rapidement, on a fini. Bonheur, si nous faisons de l'apologie de ce qu'on appelle mauvaise pratique judiciaire sur cette table, vous pouvez tomber évanoui. Il n'y a pas du tout la justice. Chez nous, tout est monnayé. Je connais une autorité, pour ceux qui vont me suivre, qui est aujourd'hui très haut placé de la République. Quand il était encore magistrat à Matadi, il me connaît maintenant que je parle. Il disait, c'était son slogan, hein, quand vous lui amenez l'argent, moi je ne lui avais jamais amené l'argent, et qu'il ne rend pas la justice, il donne raison à l'autre parti qui lui a donné plus. Donc Sambon il dit, imaginez-vous, c'est une personne comme ça qui est aujourd'hui une très haute autorité de notre pays. Il est toujours dans la magistrature? C'est ce que j'ai dit. Donc c'est pour vous dire que ce que le ministre de la Justice est en train de faire, c'est un salut. C'est un salut pour le peuple. Mais seulement ce que je voudrais, c'est lui demander de faire plus de réformes du point de vue institutionnel et que ces réformes soient coulées sous forme des arrêtés ministériels, des ordonnances ou des ordonnances-lois pour nous permettre d'être couverts. Mais sinon, sa démarche, comme disait Maître Iponga tout à l'heure au sujet de sa dernière intervention, je me dis, mais Maître, il a raison. Le ministre a pratiquement raison, il n'y a pas moyen. D'accord. Donc... on a fini rapidement, Maître Roger. À demi-mot, piste de solution. À demi-mot qu'on a fini. Déjà, on a fait ça. Bonheur, beaucoup reste à faire pour notre pays. Mais nous espérons qu'un jour, nous vivrons dans un état digne de ce nom, un état de droit.
Voilà. Selon la vision du président Tshisekedi. Non, je ne dis pas selon la vision du président Tshisekedi. J'ai dit nous vivons dans un état digne de ce nom, digne d'un état réellement des droits. C'est ce que moi j'ai dit. Alors, Maître Roger, pourquoi pas ma vision aussi? Telle est aussi ma vision, que mes enfants vivent dans un état réellement des droits. Allez, ma vision. On a fini, Maître Zorobabel. Merci d'avoir été nôtre. Merci, c'est moi qui vous remercie. Votre parti ne fait aucune déclaration sur la situation du pays actuellement. Non, vous savez... Depuis que vous n'avez pas été servi à l'Union sacrée, ça devient compliqué. Vous savez, depuis l'institution des gens qui sont en train de casser des maisons de gens, nous on a peur d'être... Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi cette émission. Maître Roger, vous allez vous saluer. Et puis on a fini l'émission. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Maître Zorobabel, merci infiniment à vous tous d'avoir suivi cette émission. Allez, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.